Donc vous avez eu une bonne introduction sur l'interférométrie. Je vais concentrer mon discours aujourd'hui sur les disques. Donc vous avez vu qu'il faut des objets simples pour l'instant pour observer en interférométrie. Donc une étoile, c'est ce qu'il y a de plus simple, c'est rond, et quand ce n'est pas résolu, c'est un point. Donc c'est ce qu'il y a de mieux. Donc observer un système binaire, c'est observer deux points avec des flux différents. Et avec l'amélioration du nombre de télescopes et l'amélioration de la reconstruction d'images, on arrive maintenant à observer des objets de plus en plus complexes. Mais les objets doivent être complexes, mais avoir une structure qui n'est pas aléatoire, puisqu'on n'arrive pas encore à faire des reconstructions d'images. Et là où le VLTI a fait beaucoup de découvertes, c'est justement dans l'étude des disques. Et les disques autour des étoiles sont vraiment cruciaux, parce qu'en ce moment, c'est le cœur de la recherche pour la formation des planètes et la formation du système solaire. Mais je ne vais pas vous parler de ces disques autour des étoiles jeunes, je vais vous parler de la formation des disques quand l'étoile meurt. Et ça, c'est quelque chose qui est, pour l'instant, un domaine de recherche qui est peu abordé, mais qui est extrêmement intéressant. Donc, je vais vous parler des disques de poussière. Pourquoi je parle de disques de poussière en particulier? C'est parce que, là encore, on a parlé des effets de l'atmosphère. L'interférométrie marche mieux dans l'infrarouge. Dans l'infrarouge, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on observe tous les corps qui ont une température entre, disons, 1000 degrés Kelvin jusqu'à la température de 0 degré, moins 50 degrés. Donc, les disques de poussière émettent particulièrement à ces longueurs d'onde-là, dans l'infrarouge. Donc, ils sont plus aisément étudiés en interférométrie. Je vais vous parler des disques de poussière au cœur des nébuleuses planétaires. Donc, une nébuleuse planétaire, c'est le dernier stade de l'évolution du Soleil, par exemple. Une étoile de la masse du Soleil va finir sa vie en éjectant ses couches périphériques. Et ces couches périphériques vont former une nébuleuse planétaire qui va être ionisée par le cœur qui est la naine blanche. Et une des grandes découvertes du télescope Hubble, c'est quand Hubble a pointé toutes les nébuleuses planétaires connues du ciel, on s'est rendu compte qu'une nébuleuse planétaire, ce n'est pas un rond, comme l'étoile est un rond. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement intriguant. Si on a une étoile qui est sphérique, l'étoile éjecte ses couches périphériques, la nébuleuse planétaire devrait être un rond. Et dans les livres d'astronomie, vous trouvez souvent des nébuleuses planétaires qui sont parfaitement rondes. Mais si on fait les statistiques, les nébuleuses planétaires qui sont parfaitement rondes représentent, disons, 10 à 25% des nébuleuses planétaires. Et toutes les autres ont des formes très complexes. Donc, ça sera mon second point. Le troisième point, c'est qu'il y a des étoiles qui ne meurent pas de manière très simple. Elles explosent alors de façon récurrente. Les novas, par exemple, explosent de façon récurrente. Et il y a même des étoiles qu'on croyait mortes. Elles ont une belle nébuleuse planétaire. Il y a une naine blanche au centre. Et la naine blanche se rallume. Pourquoi, alors que les réactions nucléaires étaient éteintes dans cet objet-là, on a une étoile qui se rallume, et en plus, formation d'un milieu autour, un milieu circumstellaire très complexe. Et je finirai par l'environnement des supergéantes B. Alors les supergéantes B, ce sont les descendants des étoiles qui sont en train de mourir aussi, mais d'étoiles massives. 40 fois la masse du Soleil, 50 fois, 60 fois la masse du Soleil. Et ces étoiles-là sont extrêmement instables et elles aussi forment des disques. Et tous ces disques-là ont été observés avec les moyens de haute résolution angulaire actuels, c'est-à-dire de l'optique adaptative avec des télescopes de 8 mètres, ou alors de l'interférométrie optique. Donc là, ce que vous avez, c'est le diagramme de Hertzsprung-Russell. C'est la température de l'étoile, la luminosité de l'étoile, donc le Soleil se trouve à peu près ici, et vous voyez l'évolution dans le diagramme d'une étoile au cours de sa vie. Là, c'est la séquence principale. L'étoile brûle son hydrogène. Et quand elle a fini de brûler son hydrogène, elle commence à devenir instable. Il y a contraction du cœur et l'enveloppe grossit. L'étoile devient une géante. Donc, l'étoile part de la séquence principale et fait un parcours vers des zones plus froides. Pourquoi? Parce que les couches extérieures sont de plus en plus froides. Et on couvre les supergéantes. Alors, les supergéantes B dont je parlais, là, c'est un acronyme anglais Luminous Blue Variable. Ce sont des supergéantes B instables qui font des éruptions. Et les étoiles Wolf-Rayet, qui viennent du nom de Wolf et Rayet, qui étaient deux astronomes de l'Observatoire de Paris au siècle dernier. Donc, une étoile qui quitte la séquence principale voit son rayon et sa luminosité augmenter.
les couches extérieures sont moins liées à l'étoile et la gravité est beaucoup plus faible. Ce qui veut dire aussi, c'est que toutes ces couches deviennent très sensibles à toute perturbation extérieure. C'est-à-dire, quand le Soleil va commencer à mourir, le Soleil va avaler Mercure, le Soleil va avaler Vénus, le Soleil va être très proche de l'orbite de la Terre. Et le Soleil va être influencé énormément par Jupiter. C'est-à-dire que ces couches extérieures, qui sont beaucoup moins liées gravitationnellement au centre du Soleil, vont être extrêmement affectées par la rotation de Jupiter. Donc, on va avoir apparaître des effets de marée accentués. Donc, le Soleil, quand il va mourir, ces couches extérieures, même si elles représentent, même si le Soleil est quelque chose de très massif, les couches extérieures du Soleil ne sont pas une grande masse. Ça fait peut-être une centaine de fois la masse de Jupiter, une dizaine de fois la masse de Jupiter. Et donc, elles vont être influencées. Il va y avoir aussi des perturbations internes. Vous savez que le Soleil a un champ magnétique, une activité magnétique, et l'activité magnétique du Soleil, quand il va devenir géante rouge, va être beaucoup plus importante que maintenant. Là encore, parce qu'il y a de la convection, il y a des mouvements dans les couches diluées, et donc vous allez avoir des phénomènes de pulsation, de convection, dont on a vu déjà un échantillon avec les résultats présentés par Antoine Abery, sur, par exemple, les étoiles qui ont une convection très grande, des grandes taches, ou alors des étoiles qui pulsent, parce qu'elles sont instables. Donc, la sphéricité de cette couche est perturbée et détruite. Donc, l'étoile, vous voyez, elle brûle son hydrogène, elle reste ronde, et elle commence à perdre de la masse. Vous voyez, donc là, c'est des coquilles concentriques. On observe ces coquilles concentriques dans beaucoup d'étoiles. Alors, là, on appelle la Red Giant Branch, la branche des géantes, et après, l'Asymptotic Giant Branch, quand l'étoile a fini de brûler son hélium. Là, c'est le brûlage de l'hélium, là, c'est le brûlage de l'hydrogène. Et là, vous voyez qu'on voit apparaître des nébuleuses planétaires naissantes. Et regardez la forme de cette nébuleuse planétaire. Vous avez les rayons concentriques que vous voyez ici. Et tout d'un coup, vous voyez comme des lumières de phare qui semblent percer la coquille sphérique. Et vous avez un plan qui apparaît, une bande noire. Et on a des nébuleuses planétaires extrêmement bizarres qui ont été photographiées imagées par le télescope Hubble, dont certaines sont extrêmement complexes. Là, vous voyez, il y a deux nébuleuses planétaires. Il y en a une ici et il y en a une extérieure, avec un cœur qui est très brillant. Ensuite, on a des vieilles nébuleuses planétaires qui ont des formes bien compliquées. Et toutes ces couches-là vont être influencées par le milieu interstellaire et vont se diluer et vont pouvoir reformer d'autres étoiles. On a enrichi le milieu interstellaire. Même les étoiles les plus simples qu'on pense. Sirius, l'étoile la plus brillante que l'on peut voir. Sirius n'est pas une étoile simple. Elle est compliquée. Pourquoi ? Parce qu'à côté de Sirius, vous avez une petite naine blanche. Cette petite naine blanche, c'est le résidu d'une étoile qui est morte. Donc, autour de Sirius, à une époque, il y a eu une nébuleuse planétaire. Mais vous voyez qu'à cause de ce compagnon, Sirius a dû complètement perturber cette nébuleuse planétaire. Donc la nébuleuse planétaire qui s'est formée autour de Sirius a dû avoir une forme très compliquée aussi. Vous voyez la diversité des images de Hubble. Quand les premières images de Hubble sont arrivées, donc ça a duré environ 3-4 ans, toute la communauté des nébuleuses planétaires a été complètement chamboulée. On savait que les nébuleuses planétaires étaient compliquées. Mais, vous voyez, ça, ce sont des jets. Donc, qui dit jet, dit un plan de symétrie. Là, vous avez un plan de symétrie, vous avez un autre axe de symétrie ici. Parfois, c'est extrêmement compliqué, mais vous avez quand même un axe ici. Là, c'est celle que je vous montrais, les arcs concentriques, la nébuleuse planétaire qui commence à peine à naître, les couches sont déconnectées de l'étoile, et vous avez ce qui ressemble à la formation d'un disque. Dans ces cas-là, on a des étoiles de plus en plus vieilles, et là, vous avez même des nébuleuses planétaires qui sont avec une forme encore avec un axe de symétrie, et là, vous avez sans doute possible un disque au cœur de cette nébuleuse planétaire. Si on observe ça dans l'infrarouge, on observe les étoiles, je vous ai dit AGB, Asymptotic Giant Branch, elles commencent à découpler leur cœur des couches extérieures, elles sont rondes. Des fois, il y a l'étoile, il y a des découplages, c'est-à-dire qu'il y a une couche qui est émise, qui est découplée du centre, mais la plupart sont rondes. Si on regarde des étoiles qui sont à peut-être quelques centaines d'années plus évoluées que celles-là,
vous commencez à avoir des formes, regardez. Là, donc c'est l'infrarouge, donc maintenant, c'est plus du gaz comme on voyait avec le HST, c'est de l'émission de grains de poussière. Et c'est là qu'on voit apparaître la formation de ces disques. Un disque ici, des disques ici, alors un beau disque ici, ici, ici. Donc ça, vous avez des images dans l'infrarouge qui sont faites avec les télescopes de 8 mètres du VLT. Et la résolution de ces images dans l'infrarouge thermique, c'est-à-dire la longueur d'onde d'observation, c'est 10 microns, est de 0,3 arcs-secondes. Donc, on a une étoile qui éjecte de la masse, et je vais définir, quand on commence à avoir la forme bipolaire, on va voir deux types de structures. Je vais définir une surdensité équatoriale par une augmentation de la densité de matière éjectée dans un plan, dans l'axe. Et donc, généralement, ces couches qui sont émises, on appelle ça un vent, exactement comme du vent, c'est-à-dire que l'étoile propulse ces couches extérieures qui ne sont plus liées gravitationnellement au centre, et généralement, c'est la pression de radiation, soit sur du gaz, soit sur du grain, qui pousse ces couches-là. Et donc, elles sont focalisées peut-être vers un plan qui peut être, par exemple, pour le Soleil, qui pourrait être le plan de l'écliptique. Donc, on a une éjection de masse. La cinématique de ce vent est radiale. Ça veut dire que toutes les trajectoires des particules restent à peu près radiales, sauf qu'il va y avoir quand même des particules qui vont avoir tendance à s'accumuler à l'équateur de l'étoile, tandis que les pôles, il va y avoir moins de perte de masse. Pour les étoiles les plus massives, c'est le flux radiatif intense et la rotation rapide qui permettent de faire des formes bipolaires. Alors, vous voyez, il y a des formations de disques qu'on est en train d'essayer de simuler. Voyez. Et pour les nébuleuses planétaires, on essaye aussi de simuler ces formations de nébuleuses bipolaires. Mais le gros problème en ce moment, c'est que on a beaucoup de mal à trouver l'origine exacte de ces formes. Ces surdensités sont transitoires. Ce sont des vents, donc ça veut dire que c'est quelque chose qui est en expansion. Donc l'avenir de ces structures, de ces surdensités équatoriales, c'est de s'évaporer. Par contre, je vous ai montré des disques. Les disques sont observés universellement autour des objets jeunes, les T-Tauri, les étoiles de Herbig qu'on appelle. Et ces disques sont quasi keplériens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les particules qui orbitent dans ces disques suivent la loi de rotation, les lois de Kepler. C'est-à-dire que celles qui sont proches du centre vont faire des tours avec une rapidité beaucoup plus grande, par exemple, que la Terre ou que Mars. Et elles obéissent à la loi des airs. À un temps t donné, l'air balayé par l'objet pendant sa révolution est identique. Donc, quand on forme un disque, on a mis les particules en rotation autour de l'étoile. Et un disque keplérien, c'est stable. Ce n'est pas un vent, ce n'est pas amené à se diluer. Et donc, on a vraiment deux modèles. On a un modèle où l'étoile éjecte un vent, et ce vent est un peu plus dense vers l'équateur, mais la structure va s'évaporer. Et nous, quand on fait des observations avec le HST, on voit des clichés à un moment donné, mais la nébuleuse s'envole. Mais par contre, tout ce qu'on a vu dans l'infrarouge avec des disques qui se forment, ces disques, ils ont probablement une durée de vie très très grande. Pourquoi? Parce qu'ils sont stables. Quand on a une orbite comme ça keplérienne, ils vont rester stables pendant un moment très long. Le problème, c'est que le moment angulaire, c'est quoi? C'est-à-dire qu'on avait un champ de vitesse qui était radial, alors que maintenant, pour que le disque se soit stabilisé, il faut injecter de la rotation à ce disque. Exactement comme une patineuse qui patine, qui a les bras oh, excusez-moi, j'ai fait la patineuse. Qui a les bras collés près d'elle, elle étend ses bras, sa rotation va être plus longue, il y a conservation de son moment cinétique, on dit, c'est-à-dire de sa rotation. Si le Soleil, en train de mourir, injecte du moment angulaire, c'est-à-dire qu'il va se ralentir, l'étoile au centre. Et quel est le meilleur moyen de coupler des choses qui sont loin avec des choses qui sont près, puisqu'on n'a pas de bras qui relient
la matière à l'étoile, c'est ce qu'on appelle le champ magnétique. Alors les théoriciens se sont beaucoup intéressés à ça parce qu'ils se sont dit c'est une bonne manière de voir le champ magnétique du cœur de l'étoile. Mais le gros problème, c'est que si on met toute l'énergie du champ magnétique du Soleil pour former un disque, ce n'est pas suffisant. Le Soleil n'a pas assez de moments angulaires pour former un disque comme ça stabilisé. Pourquoi ? Tout simplement, c'est que les particules qui sont extrêmement lointaines, on doit injecter beaucoup de moments angulaires pour les stabiliser. Donc, ce que l'on pense, c'est que quand les couches rencontrent des planètes, ces planètes vont accélérer les couches. Et c'est quand la planète va frotter contre les couches de l'étoile, la planète va ralentir et donc va injecter de sa vitesse, et donc ça va faire tourner les couches de l'étoile. Et donc, quand Mercure va être avalé par le Soleil, Mercure va injecter du moment angulaire aux couches du Soleil. Quand Vénus va être injectée par le Soleil, pareil. Alors, Mercure et Vénus, ce n'est rien en termes de budget. Mais vous savez, on a détecté 500 planètes récemment, et donc, parmi ces 500 planètes, il y a beaucoup de planètes de la masse de Jupiter qui sont très proches à l'orbite de Mercure, à l'orbite de Vénus. Et bien, ces planètes ont l'énergie, ont le moment orbital pour accélérer ces couches. Donc la solution vient si un compagnon influence la nébuleuse et donne son moment. Et c'est comme ça qu'on peut arriver à une étoile qui était ronde au départ, qui perd ses couches et qui peu à peu forme une nébuleuse de ce type. Ensuite, plus ces couches sont diluées, il se passe beaucoup de choses qui peuvent faire qu'après on arrive à ce genre de phénomène. Donc, ce qui est bien aussi, c'est que maintenant, avec l'optique adaptative avec un 8 mètres, on a la même résolution spatiale que le télescope Hubble. Ça, c'est une image monochromatique d'une nébuleuse planétaire prise par Hubble. Si on prend la même image prise par l'optique adaptative avec un 8 mètres, on a à peu près la même résolution spatiale. Mais là, on voit la poussière, alors que là, qu'est-ce qu'on voyait ? On voyait le gaz ionisé. Si on combine toutes ces images, on voit l'étoile au centre, on voit une bande noire, et dans cette bande noire, c'est un disque en formation. Et on a une cavité ici, et dans cette cavité, la densité est moindre, et c'est là aussi qu'on voit souvent percer des jets. Donc, pour en revenir à l'interférométrie, le but, c'était d'étudier les disques qui se forment dans ces objets-là, et la stratégie, c'était de se concentrer sur les nébuleuses les plus bipolaires, vraiment deux pôles, et qui sont vues de côté. Pourquoi ? Si on voit une nébuleuse comme ça, on imagine que le disque est vu par la tranche. Donc si on imagine que le disque est vu par la tranche, ça veut dire qu'on peut étudier le disque dans cette direction-là. Là, on étudie la structure radiale du disque. Et si on met nos lignes de base dans cette direction-là, on étudie la structure verticale du disque. Et un disque qui se forme comme ça a une structure verticale qui ressemble beaucoup à la structure, par exemple, de notre atmosphère, dense à l'équateur et de moins en moins dense. Et donc, on a étudié vraiment une des plus impressionnantes nébuleuses planétaires qui soit, qui est Menzel 3. Et alors, ce qui est très intéressant avec Menzel 3, vous voyez, c'est qu'on a pu faire une histoire des formations des structures basée sur la cinématique de ce qu'on mesure. On peut mesurer dans chaque partie de la nébuleuse l'effet Doppler, c'est-à-dire la vitesse du gaz, et on s'est rendu compte peu à peu que toutes les structures ont un passé différent. Et avec l'interférométrie, on a pu se rendre compte que c'est un disque. On a un disque qui se forme au centre, et vous voyez l'échelle du disque maintenant, on est à 0,140 arcs secondes, et là on a vraiment toute la structure du disque qui est au centre. Alors, comment s'est formée cette nébuleuse ? Parce que phénoménologiquement on le sait, mais on ne connaît toujours pas la cause. On sait qu'il y a plein de poussière dans les lobes. Ça, c'est une image encore infrarouge, et ça, c'est l'image, donc c'est un point pour un télescope de 8 mètres, mais si on utilise l'interférométrie, c'est ce qu'on verrait, si on avait la résolution suffisante. Et donc on a une grande quantité de poussière qui a été émise, et il est difficile d'imaginer que l'étoile, elle a suivi une évolution lente avec les couches qui se libéraient.
On pense que les deux lobes que vous voyez se sont formés à l'échelle astronomique dans un temps très court, une vingtaine d'années, une centaine d'années. C'est-à-dire qu'il y a eu à un moment ce qu'on peut appeler une éruption. Alors ce n'est pas une éruption au sens où vous l'entendez, ce n'est pas une éruption comme on explose une grenade, le temps est long. Mais pour la vie du Soleil, 20 ans, 100 ans, c'est quoi par rapport à 10 milliards d'années? Le Soleil va vivre 10 milliards d'années, et en 20 ans, 100 ans, vous formez une structure comme celle-là. Il y a plusieurs hypothèses, soit une éruption qui vient d'étoiles, mais l'hypothèse que l'on favorise, là encore, c'est qu'au cœur de ce système, il y a deux étoiles, ou alors il y a une étoile et une planète très massive. Quand l'étoile grossissait, la planète est entrée dans les couches extérieures. Dans ces cas-là, il y a deux scénarios. Soit la planète est suffisamment massive et elle survit, alors elle orbite de plus en plus près de l'étoile, mais elle fait le ménage. Et quand elle fait le ménage, il y a éruption. Et donc, il y a formation des deux lobes. Le second scénario, qui est aussi très probable, c'est un scénario où la planète de type Jupiter, ou alors même la seconde étoile, est avalée par la première. Et alors, dans ces cas-là, c'est un événement qu'on pensait être rare, mais avec la multiplication des détections de planètes assez massives autour des étoiles, on sait que cet événement n'est pas rare du tout. C'est-à-dire que les étoiles, quand elles meurent, elles avalent leur système planétaire, et c'est très fréquent. Et donc là, on va avoir deux cas de figure, là encore. Quand l'étoile est avalée, soit la planète a un petit effet sur l'étoile, soit l'étoile, tout d'un coup, ça fait de l'énergie qui arrive, ça fait de l'hydrogène à brûler supplémentaire, et tout d'un coup, l'étoile revit. Là, c'est un des phénomènes les plus spectaculaires. On a encore une autre nébuleuse, donc la nébuleuse du papillon. Et ce qui est très important, c'est que depuis 1889, elle est suivie par les télescopes au sol. En rouge, vous avez l'hydrogène, l'émission de l'hydrogène H-alpha, une raie qui est utilisée très souvent. Et en vert, vous avez une émission qui vient de l'oxygène très excité. Et si vous regardez, vous voyez que la structure de la nébuleuse est en train de changer au fil des ans. Entre 1989 et 2007, ça a changé. Et vous voyez qu'il y a une petite animation, là, regardez. Et là encore, on était au même cas de figure que précédemment. On supposait que c'était une binaire, mais là, maintenant, on le sait. On pense que cette structure-là, c'est une naine blanche qui s'est formée très proche d'une autre étoile. L'autre étoile est en train de perdre ses couches extérieures. Et la naine blanche elle est tellement chaude qu'elle émet un jet, mais ce jet n'arrive pas à sortir de manière totalement isotrope, et elle sort dans une direction. Et ça fait comme un effet de phare en pleine mer. Et au fur et à mesure que la naine blanche tourne autour de l'étoile, il y a son jet qui est pointé dans des directions différentes. On a la naine blanche, une étoile qui perd beaucoup de masse, et vous avez une matière extrêmement excitée qui atteint les nébuleuses. La formation de la nébuleuse en elle-même, on est convaincu qu'elle s'est formée, là encore, quand la première étoile a commencé à grossir, la GB, il y a eu un phénomène quasi explosif. Et là encore, avec le VLTI, on a pu étudier la structure du disque qui est au centre, et à partir de la structure du disque, on peut en déduire des contraintes sur la masse des composants, on peut en déduire des contraintes sur les orbites possibles. Des orbites trop séparées vont détruire ce disque de poussière. Donc on apporte beaucoup de contraintes de façon indirecte. Alors, ce qui est très important en ce moment, c'est que ça, c'est une image radio. On a parlé beaucoup justement qu'on voulait suivre l'exemple des radioastronomes, et on a un interféromètre radio extrêmement performant en France, au plateau de Bure. Ça, ce sont les images de 1997 prises de cette même étoile, qui montrait vraiment un anneau de gaz au centre équatorial. Et donc là, ça confirme vraiment qu'on a eu éjection dans les lobes, mais on a la formation d'une grosse quantité de matière dans le milieu équatorial. Alors, à l'époque, les bases de cet interféromètre, qui faisait à peu près, qui avait 4-5 antennes, étaient limitées à quelques centaines de mètres, 100, 200 mètres. Et donc la résolution, ici vous voyez, ce sont des milliards de secondes, on a 200 milliards de secondes. La résolution
à l'époque, vous voyez, c'est 5 arcs-secondes. La résolution était d'environ 1 à 2 arcs-secondes. Alors que maintenant, au plateau de Bure, il y a 7 antennes sur 700 mètres. 7 antennes, non, 6, je ne sais plus. Et ces 7 antennes donnent une résolution qui est équivalente justement aux 300 milliards de secondes qu'on a avec le VLT. Alors le problème, c'est que c'est difficile de trouver des cibles qui sont observables à la fois de l'hémisphère nord et de l'hémisphère sud. Parce qu'il faut pointer le VLTI dans une direction, et nous, à Grenoble, il faut aussi pointer dans une autre direction. Mais on a réussi à la faire avec cette étoile-là, qui est très bien placée. Et alors, les dernières observations ont montré que non seulement on avait, vous voyez, on a deux événements d'explosifs là, mais on a 2 anneaux qui correspondent à ces 2 événements explosifs. Donc c'est vraiment une complémentarité importante, parce qu'on sait que, en plus, ces 2 anneaux ne sont pas centrés, ne partagent pas le même centre. Et ça, c'est encore une preuve supplémentaire que quand il y a eu l'explosion, quand il y a eu la formation des 2 anneaux, on a une étoile binaire, ça ne s'est pas formé au même moment dans l'orbite. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on a le disque qui se forme au cœur. Alors la différence entre l'interférométrie optique et l'interférométrie radio, on a parlé des phases. Les phases permettent de localiser précisément l'objet sur le ciel. Comme on n'a pas les phases, il nous manque cette localisation précise. Et donc le problème, c'est qu'on ne sait pas du tout, avec le VLTI en ce moment, situer où est le disque et où est vraiment le centre de cette émission. Donc vous voyez, on a observé, on a beaucoup plus d'exemples que ça, je ne vous ai pas parlé de celui-là, mais on étudie de plus en plus des disques qui sont formés autour de ces étoiles. Et il y a des liens avec les étoiles connues. Je vous ai parlé de Sirius. Sirius a un passé complexe. Sirius est un système très évolué. On a parlé de Mira. Mira est une binaire aussi. Il y a une naine blanche à côté de Mira. Et cette naine blanche est en train d'avaler une partie des couches extérieures perdues par la grande étoile pulsante. Et là, ce que vous avez, ce sont des observations rayons X faites par le télescope Chandra qui montrent qu'en haut et en bas de la naine blanche, il y a des jets. Et comme c'est en rayons X, ces jets sont extrêmement énergétiques. On sait que ces jets sont extrêmement énergétiques. Régulus, dans le Lion. Régulus, on sait que c'est une étoile massive. Ça, c'est le Soleil. Vous voyez la forme qu'elle a? Donc elle est en rotation rapide. Et donc on pensait que c'était une étoile massive, classique, en rotation ultra rapide, et donc extrêmement jeune, moins d'une centaine de millions d'années. L'histoire de Régulus s'est trouvée complètement compromise quand, il y a à peine quelques années, on a découvert aussi une naine blanche, juste à côté de Régulus. Quand on observe une naine blanche, on sait que le système est vieux. Et donc, il a fallu réinterpréter complètement l'histoire de ce système. Et l'interprétation peut être un cauchemar pour les astronomes. Parce que l'interprétation d'une étoile seule, brûlage de l'hydrogène, brûlage de l'hélium, on a une étoile qui naît, qui devient une géante et qui fait une nébuleuse planétaire. Mais quand vous commencez à faire une histoire d'un système double, ça peut donner ça. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails. Simplement, Régulus, le système Régulus, est un système qui a plus d'1 milliard d'années. Et pendant ce milliard d'années, il s'en est passé des choses. Il y a eu une étoile qui a transféré de la masse dans une autre. Là, on est dans cette situation présente où, en fin de compte, Régulus a complètement mangé toute la matière qui venait de la naine blanche. La naine blanche est un cœur nu, et Régulus a complètement absorbé toute la matière, toutes les couches extérieures de son compagnon. Et quand elle l'a absorbé, elle a aussi absorbé tout le moment angulaire, et donc elle tourne quasiment à vitesse critique. Alors que va devenir un tel système? C'est que Régulus va aussi... Donc elle a, grâce à la matière qui vient de la naine blanche, elle a allongé sa durée de vie. Elle a allongé sa durée de vie, mais elle va évoluer plus vite parce qu'elle est plus massive. Et donc elle va commencer à perdre de la masse elle aussi, et elle va rendre cette masse à la naine blanche. Et là, on va avoir ce qu'on appelle une situation d'enveloppe commune, où les 2 étoiles vont être autour d'une même enveloppe.
Et là encore, on a les deux cas de figure dont je vous avais parlé. Soit l'enveloppe est totalement éjectée et on a la formation d'une nébuleuse bipolaire très impressionnante, ou la naine blanche va foncer dans le cœur de Régulus et on va avoir ce qu'on appelle une coalescence d'étoiles. Et donc là, il y a donc la rencontre par hasard entre une étoile et une autre étoile est quasiment impossible en astronomie. Mais il faut se dire que dans le ciel, quand vous observez des étoiles, à peu près la moitié des étoiles que vous observez sont en système double. Et il y en a qui sont en système triple. Pourquoi? Parce qu'elles sont nées en système double. Donc, quand elles étaient dans leur nuage initial, elles étaient dans un système double. Et donc, 50% des étoiles que vous voyez dans le ciel vont avoir une histoire très compliquée si elles sont suffisamment proches, comme ici. Donc, simplement une illustration. Vous avez la naine blanche qui mange la matière de la géante rouge et on commence à voir des structures. Vous voyez, vous avez des structures comme ça. Alors vous allez dire, ça c'est une vue de l'esprit, mais ça c'est ce qu'on peut voir avec le HST par exemple. Alors, avec les moyens de modélisation numérique, on essaie aussi d'avoir maintenant des simulations plus complexes, mais on n'arrive pas encore à faire une histoire totale. Là, on a mis la géante à côté de la naine blanche et on essaye de voir comment est transférée cette masse. Mais on n'a pas fait toute la manœuvre d'approche. Pour l'instant, c'est au-delà de toutes les capacités. Donc, je vous ai dit, les étoiles Phénix, une étoile qui était une géante, elle éjecte ses couches extérieures, elle fait une nébuleuse planétaire, et tout d'un coup, on la voit revivre. C'est parce que, justement, il peut y avoir une planète qui a été avalée par le système, ou alors il peut y avoir un dernier sursaut des réactions nucléaires qui s'allume, et là, on va avoir éjection d'une autre nébuleuse. Alors, ce qui est intéressant, par exemple, l'objet de Sakurai en 1996, alors Sakurai, le nom d'un japonais, un astronome amateur. Au Japon, l'astronomie amateur est extrêmement poussée, ils font un suivi de l'activité du ciel qui est absolument remarquable, et ils sont souvent les premiers découvreurs de phénomènes de ce type. Donc, on a observé en 1996 une nova. Alors, qu'est-ce que c'est une nova? C'est une explosion. Et la nova rapidement a disparu dans un cocon de poussière. Et avec le VLTI, on a étudié ce cocon de poussière. On a retrouvé autour de cette nova une vieille nébuleuse planétaire qui était quasiment ronde. Donc, on s'est dit, c'est un système normal. Mais si on étudie avec le VLTI la formation de cet objet, regardez, il a la forme d'un disque, ou plutôt la formation bipolaire. Ça, c'est ce qu'on voit à 8 microns, ça, c'est ce qu'on voit à 10 microns, et ça, c'est ce qu'on voit à 13 microns. Donc, on pense là aussi, c'est qu'au cœur de cet objet, il y a probablement une binaire. La binaire a très peu influencé l'éjection de la nébuleuse planétaire, mais si vous voyez, l'émission n'est pas... il y a un cône ici, vous voyez, il y a moins d'émissions ici qu'ici. Et cet axe de symétrie est le même que l'axe de symétrie du disque. Et donc on pense que, là encore, on a un système binaire, peut-être avec un compagnon de très faible masse, peut-être entre la transition entre une planète extrêmement massive ou alors une étoile très peu massive. Et il y a des phénomènes qu'on ne comprend absolument pas. Donc, là, ce que vous avez, c'est V838 MON, dans Monocerotis, qui a été vraiment... cette animation est un best-seller du HST. Ça fait à peu près une dizaine d'années que le HST observe l'évolution de ce cocon. Alors, si vous mesurez la vitesse d'expansion de ce cocon, ce n'est pas du tout ce que je vous disais tout à l'heure. Ça va à la vitesse de la lumière, ce que vous voyez là. Ce qui s'est passé, c'est qu'au cœur de cette région du ciel, de cet amas d'étoiles qui est avec beaucoup de poussière, il y a eu une explosion et un flash lumineux. Et en astronomie, vous faites un flash lumineux et la lumière se propage. Et cette lumière se propage et va être diffusée par tous les nuages rencontrés au fur et à mesure. Et donc, ce que vous avez ici, ce n'est pas un film accéléré
d'une explosion. Attendez, je vais revenir parce que c'est toujours beau à voir. Oh, 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 oh. Alors je vais revenir. Il ne faut pas appuyer trop vite. Hein. Voilà. Voilà. C'est que, donc là, il y a eu l'émission d'un flash et ce flash se propage. Mais depuis, les astronomes étudient cet objet. Et là, on est en train d'obtenir du temps d'observation avec le VLTI parce que le flux infrarouge qui vient de cette étoile est vraiment anormal. Elle n'évolue pas du tout comme une nova. Et on pense justement que là, c'est vraiment un événement où le consensus est atteint. On pense vraiment qu'on a assisté dans ce cas-là à un phénomène très énergétique de deux étoiles qui sont rentrées l'une dans l'autre. Donc on a eu une coalescence stellaire. Deux étoiles qui n'étaient pas deux naines blanches. C'était une étoile très évoluée, une seconde qui était de masse quand même assez importante, et vous avez formation, mise en commun des deux noyaux et mise en commun des couches extérieures. Alors bien sûr, ce n'est qu'une théorie, tout dépend du rapport de masse, mais une chose est certaine, c'est qu'on va pointer le VLTI dedans et on va voir s'il y a la formation d'un disque. Je vais pas... Et je vais arriver aux nova. Alors, qu'est-ce qu'une nova? Une nova, c'est simplement encore un système binaire avec une naine blanche qui mange la masse de son compagnon et qui, peu à peu, va se retrouver dans des conditions où elle accumule une couche d'hydrogène et cette couche devient de plus en plus dense à tel point qu'à l'interface entre la surface de la naine blanche et la couche d'hydrogène, les conditions vont être réunies pour refaire les réactions thermonucléaires. Et donc, on a explosion et éjecta. Alors là, c'est une animation qui vient de la NASA, mais cette animation, elle est une animation d'artiste. Là encore, il n'y a aucune raison que l'explosion soit sphérique. Pourquoi? D'abord, quand il y a transfert de matière dans la naine blanche est accélérée. On a vu tout à l'heure pour Régulus. Donc, vous avez une accélération de la rotation. La rotation de la naine blanche dans les novas les plus excessives, c'est 30 secondes. Donc, vous avez un objet qui fait la taille de la Terre, à peu près la masse du Soleil, qui tourne en 30 secondes. Donc, il faut imaginer l'échelle que vous avez, dans l'échelle des énergies mises en jeu. Et donc, on a observé une nova récurrente. Alors, pourquoi récurrente? C'est qu'on a observé, il y a certaines novas qui explosent. Généralement, le temps de récurrence entre deux explosions, c'est 10 000 ans. Alors, l'astronomie humaine n'existe pas depuis 10 000 ans, donc on a du mal à voir un phénomène qui se reproduit. Par contre, il y a 4 ou 5 systèmes vraiment exceptionnels, qu'on appelle nova récurrentes, justement, dont on a un historique. Et la plus extrême d'entre elles, c'est justement RS Ophiuchus, on sait qu'elle a observé on a observé des éruptions un certain nombre de fois, et donc on sait que c'est un système exceptionnel. Pourquoi exceptionnel? D'abord, la naine blanche est massive. Une naine blanche, si vous avez le résidu de cœur d'une étoile qui dépasse 1,4 masse solaire, la masse de Chandrasekhar, alors la pression à l'intérieur va plus être suffisante et l'étoile va s'effondrer en étoile à neutrons. Donc vous avez une naine blanche qui n'est pas loin de s'effondrer en étoile à neutrons. Quand cet effondrement se produit, vous avez une espèce rare de supernova qu'on appelle les supernovas de type 1A. Et à côté, vous avez une géante. Et comme la géante est en train de perdre toutes ses couches, toute la masse de cette géante est quasiment aspirée par la naine blanche. Et vous avez donc une période, en fin de compte, tous les 20 ans, la naine blanche se rallume. Mais comme ces réactions sont extrêmement fortes, elle éjecte quasiment une grande partie de la masse accumulée. Et toute la question de savoir, c'est est-ce qu'elle éjecte plus de masse qu'elle en reçoit, ou est-ce qu'elle éjecte
pas toute la masse qu'elle reçoit. Ça fait la différence entre, si elle éjecte trop de masse, elle va s'éroder peu à peu et va devenir un cœur de naine blanche complètement inférieur à 1,3 masse solaire. Par contre, si elle continue à accumuler de la masse, elle va exploser en supernova. Et on va avoir une des plus proches supernovas de la Terre. Donc, quand elle a explosé en 2007, on a fait des observations avec le VLTI 5 jours après l'explosion simplement. Et là, on s'est trouvé confronté au problème de la reconstruction d'images. 3 télescopes, simplement, on aurait bien voulu en avoir 100. 3 télescopes et quasiment pas d'imagerie possible. Alors, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On suppose que l'explosion est ronde, sphérique. Mais il s'est avéré que quand on a vu les courbes qui étaient là, complètement chahutées, complexes, on a fait ce qu'on a pu. C'est-à-dire, quand vous voyez, donc ça c'est une raie d'émission, braquette gamma, 2,17 microns, une autre raie d'émission. Ça, c'est les courbes de visibilité, c'est-à-dire le flux cohérent que vous recevez. Dans la raie, l'objet est moins cohérent, donc il est plus gros. L'objet est plus gros aussi ici. Et là, c'est quelque chose qui vous informe du photocentre de l'objet sur le ciel, une information de phase. Donc là, quand vous voyez ça, ça ne vous dit pas grand-chose, et ça ne nous disait pas grand-chose non plus à nous. Quand on voit ça, on essaye de faire un objet. Ça peut être une ellipse, ça peut être quelque chose de bipolaire, on ne sait pas. On sait simplement que dans braquette gamma, c'est plus gros. Donc on sait qu'on voyait dans certaines couches, on sondait certaines couches de l'éruption avec certaines raies. Et donc on savait que l'hélium se situait quasiment à la frontière de l'onde de choc qui se propageait dans le vent de la géante. Mais il a fallu vraiment, et avec l'information de phase, on peut essayer de faire une cinématique. Mais vous voyez, c'était très très descriptif. Je vais vous faire le dessin. C'est la première image du HST qu'il a fallu attendre. Là, vous voyez, on a pris ces observations 5 jours après. Alors, on a décidé d'attendre les observations du HST qui sont venues 250 jours après. 250 jours après, on s'est rendu compte que la nova avait fait une nébuleuse bipolaire avec un disque au cœur. C'était vraiment au-delà de toutes nos capacités d'interprétation, parce que justement, il nous aurait fallu 1 mois d'observation avec le VLTI pour reconstruire l'image. Et pendant ce mois, qu'est-ce qui se passait? La nova explosait. Donc, le point clé, si on veut observer des objets qui évoluent très rapidement, c'est avoir beaucoup de télescopes. 1 an après, explosait la nova, une autre nova, et donc vous voyez, on a 10 jours pour réagir. Là encore, donc, des amateurs nous disent « Ah, il y a une étoile qui n'était pas là, qui vient d'apparaître. » Et l'étoile monte. Alors nous, qu'est-ce qu'on fait? On essaye de préparer le plus vite possible une demande de temps. Une demande de temps exceptionnelle au VLTI. On n'a pas accès à cette demande de temps immédiatement. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que, donc là, ça c'est un DDT, un Directeur Discretionary Time. Donc on demande au directeur de nous donner du temps. Alors bien sûr, le directeur, il réunit un comité, et le comité discute de la demande, et puis pendant que le comité discute, il s'en passe beaucoup de choses, il se passe 10 jours. Et la nova, elle n'est plus très brillante, elle est de moins en moins brillante, et puis au moment où la nova, le temps est accepté, la nova dégringole. Donc ça aussi, c'est la difficulté, il faut planifier les observations. Mais on s'est dit que ce n'était pas naturel, cette dégringolade. Normalement, la nova aurait dû diminuer comme ça en flux. C'est que la nova s'est mise à créer beaucoup de poussière, comme dans une explosion, ou comme quand votre cheminée tire mal, vous avez de la suie qui se forme. Et il y a de la suie qui s'est formée dans les coquilles, justement, extérieures, qui sont extrêmement riches en éléments chimiques. Et donc, vous avez eu un écrantage de cette étoile. Et nous avons pu l'observer avec le VLTI pendant 4 mois. Donc, là encore, on ne fait pas de l'imagerie. On suppose que les éjectats sont ronds et on observe avec une base. Les bases qu'on nous donne au fur et à mesure. Et puis, on observe avec ces bases. Et puis après, quand l'étoile commence à devenir trop faible, on observe avec les gros télescopes. Et donc, au fur et à mesure, on mesurait des tailles d'expansion
et on a fait des modèles. Et donc, le 28 février 2007, on s'est rendu compte que c'était la nova qui explosait, c'était un point. On n'a rien vu. Le 13 mars, non seulement on voit l'étoile, mais on voit la coquille. Et c'est à ce moment-là que la coquille se refroidit suffisamment pour faire apparaître la suie. Et donc, ce qu'on voit en infrarouge, là, c'est toute la suie qui est autour de cette nova. Et on l'a suivi petit à petit, jusqu'à temps que cette enveloppe commence à être trop grosse pour nous, parce que justement, plus cette enveloppe est grosse, plus le flux pour faire les franges diminue. Alors, on peut faire les franges avec l'étoile centrale, mais là. Vous voyez aussi un petit anneau là, et c'est justement l'anneau correspond à cette taille d'anneau-là, c'est que continuellement, la nova éjecte de la matière et forme de la poussière, et toujours au même endroit. Et ça, c'est l'endroit où se forme la poussière avant dilution. Donc on était vraiment extrêmement contents, et on a même pu faire un petit film, et on s'est dit, on a fait un beau travail, donc on avait la satisfaction du travail accompli. Donc on a attendu 2 ans avant qu'un télescope de 8 mètres puisse obtenir une image de cet objet. Et vous voyez la différence d'échelle de temps. Nous, on peut travailler vraiment au début de l'explosion, alors que le HST ou alors un télescope de 8 mètres classique, on doit attendre 1 an avant de voir l'image. Et qu'est-ce qui s'est passé quand on l'a vu apparaître? Elle n'était pas ronde du tout. Donc nous, on avait fait des mesures, là, des mesures de diamètre, en supposant que l'objet était rond. Mais là, on a encore une belle nébuleuse bipolaire qui s'est formée. Pourquoi? C'est que dans ce cas-là, la nova est extrêmement lente. L'éjecta était extrêmement lente. Ce n'était pas une naine blanche extrêmement grosse, c'était une petite naine blanche, équivalent au noyau du Soleil, 0,6, la moitié de la masse du Soleil dans une naine blanche. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que pendant que les éjectats traversaient le système, la géante rouge, ce n'est pas une géante en plus, c'est une étoile de séquence principale, une petite étoile M, elle a eu le temps de faire des passages et des passages et des passages et des passages dans les éjectats. Et donc, qu'est-ce qui se passe encore? Toujours le même phénomène. Pendant ces multiples passages, c'est-à-dire que le temps de traverser des éjectats, comparé à la période du système, là, la période du système, c'est quelques heures. Les 2 étoiles orbitent l'une après l'autre en quelques heures. Et bien, vous avez une centaine de passages du compagnon dans les éjectats de la nova. Et qu'est-ce qui se passe aussi? C'est que le compagnon, il est freiné. Mais qui veut dire freiné? Ça veut dire aussi qu'il oblige tous les éjectats à changer de cette vitesse radiale d'éjection, à prendre une vitesse de plus en plus courbe, et on commence à former une surdensité et un disque. Et donc, pourquoi je vous parle de ça? C'est que cette phase d'enveloppe commune, cette phase de coalescence d'étoiles, c'est une phase extrêmement peu comprise en ce moment en astronomie. Et peu comprise, pourquoi? Parce qu'on ne l'observe pas souvent. Mais avec les novas, on a la chance, en dizaines d'années ou 4-5 ans, d'étudier justement la formation d'un disque en temps réel. Avec les étoiles aussi de type Phénix, dont je vous ai parlé, en 10 ans, on voit la formation du disque. C'est un phénomène extrêmement efficace. Et donc, grâce à l'efficacité de ces observations, on est vraiment apte à faire l'étude du transfert de moments angulaires dans ces systèmes. Donc, j'étais très ambitieux, je vais simplement alléger un peu. Je voudrais simplement montrer 2 exemples encore. Je ne sais pas si vous connaissez Eta Carina, une enveloppe bipolaire, un monstre, quasiment l'étoile la plus massive de la galaxie. Et il y a un siècle, elle a explosé. Et on a la formation d'une enveloppe bipolaire. Pendant une vingtaine d'années, depuis 20 ans, il y a un grand débat. Les théoriciens étaient convaincus que c'était une étoile qui était instable parce qu'elle était sans masse solaire, elle s'est formée, elle était en rotation rapide, et il y a un moment, il y a eu une instabilité dans le cœur et elle a explosé. Elle a été observée. Tout a été remis en cause en 1996 quand on a détecté un compagnon. Alors un petit compagnon, 30 fois la masse du Soleil. Et ce petit compagnon,
tous les tenants de l'explosion bipolaire ont dit non, 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 mais le compagnon, il n'a rien à faire avec Eta Carina. L'explosion n'est pas causée par le compagnon a regardé l'explosion, c'est simplement un cas du hasard. Comme les étoiles massives, à peu près 60 à 70% des étoiles massives sont en système binaire, c'est un coup de pas de chance. Oui, mais le gros problème, c'est que plus on connaît le compagnon, plus on commence à sonder dans l'infrarouge. Donc, simplement pour vous montrer, Hubble ne voit pas le cœur du système parce que, justement, il y a les suies qui sont devant. Il y a la poussière qui écrante tout. Donc, on va dans l'infrarouge avec un 8 mètres et on commence à voir des structures. Et quand on étudie ces structures, on voit que le cœur, il y a quelque chose qui s'est formé là, au centre de cette éruption. Et cette éruption, c'est 3 masses solaires que vous avez dans les éjectats. Et on commence à connaître l'orbite du compagnon. Et l'orbite du compagnon est extrêmement excentrique. C'est-à-dire que tous les 5 ans, le compagnon quasiment rentre dans l'étoile primaire. Tous les 5 ans. Et comme l'étoile évolue, ça c'est une étoile géante, grande perte de masse, grande étendue de couche extérieure. Et tous les 5 ans, vous avez un compagnon de 30 masses solaires qui rentre dedans. Là, on a des simulations hydrodynamiques, il y a quelques systèmes comme ça. Vous voyez que ça s'accélère, le compagnon se rapproche et rentre dans les couches de cette étoile. Et on se rend compte peu à peu qu'elle rentre dans les couches de cette étoile et elle s'approche dangereusement des couches où il y a les réactions nucléaires. Parce que dans une étoile aussi évoluée qu'Eta Carina, un monstre, vous n'avez pas simplement les réactions nucléaires dans le cœur, vous avez des réactions nucléaires en couche d'oignon, vous avez les réactions nucléaires du magnésium, du carbone, de l'azote, de l'oxygène, de l'hélium et de l'hydrogène. Et les éruptions, les réactions thermonucléaires de l'hydrogène sont quasiment à 30%, 40% du centre de l'étoile. Et donc là, maintenant, peu à peu, on commence à... Lentement, dans le cerveau des astronomes, l'idée arrive que peut-être que cette éruption-là est liée à 2 phénomènes. La géante qui commençait à enfler parce qu'elle commençait à mourir, et le compagnon qui est rentré à un moment critique de cette évolution dans la géante. Et je vais finir par là, simplement pour vous dire que Eta Carina, ce n'est pas le seul exemple. Là, on a une étoile qui est connue depuis longtemps. On sait que c'est une supergéante B comme Eta Carina, et on sait qu'il y a une nébuleuse comme Eta Carina. Alors, la nébuleuse est très bizarre, noire d'un côté, très brillante de l'autre. Si on prend des images à grand champ, donc là, ce n'est pas des milliards de secondes, c'est des minutes d'arc que vous avez là. Vous avez une énorme nébuleuse et vous avez des petits arcs. Et pour ceux qui ont vu la présentation de Florentin Millour, je pense, ils ont dû voir cette observation. Si on prend un télescope de 8 mètres, on dit que c'est une étoile simple. C'est une étoile qui a dû faire une énorme éruption. Mais si on prend le VLTI et on prend l'interféromètre, on voit 2 étoiles là encore. Alors ce n'est pas 2 étoiles, c'est 2 étoiles avec disque. Et là encore, la distance est énorme, vous voyez. Donc là, il y a 34 milliards de secondes. Si on met à une distance de 1000 parsecs, ça fait plusieurs fois l'écartement du système solaire entre les deux. Mais on soupçonne que l'orbite est très excentrique. C'est-à-dire que là, on va essayer de la suivre, et c'est-à-dire que dans les années qui viennent, probablement que cet écartement-là va baisser au point où les 2 étoiles vont se retrouver côte à côte. Et donc, les compagnons avec orbite excentrique ne sont pas du tout une sous-population des étoiles binaires, mais se rencontrent extrêmement souvent. Voilà, je vais arrêter ici, j'ai d'autres exemples, mais je laisserai ça pour d'autres conférences plus tard.